Le second débat de ce sens public consacré à cette vague de signalements dans les écoles privées depuis l'affaire Betaram. Les accusations de violences physiques, sexistes et sexuelles se multiplient et la liste des établissements concernés s'allonge. Comment expliquer les décennies de silence qui ont précédé cette libération de la parole? Comment mieux contrôler ces écoles sous contrat avec l'État? Avant d'en débattre, on revient sur ces témoignages avec Clémentine Louise. Les plaintes s'accumulent, la parole se libère. Ici, à Riaumont, dans le Nord-Pas-de-Calais, un établissement géré par une communauté catholique traditionnaliste est décrit comme un bagne par d'anciens pensionnaires. Les gens nous voyaient venir, on allait en primaire à l'école publique, on arrivait avec des bleus, on arrivait en culotte de cuir, sans manteau, frigorifié, transit froid, on a retrouvé des photos. J'étais tout petit, tout chétif, tout blanc, on voyait très bien qu'il y avait un souci quelque part et il ne s'est jamais rien passé. Depuis l'affaire Betaram, les témoignages se multiplient. Dans 16 départements déjà, des faits de violence dans des établissements privés ont été dénoncés, à tel point que le terme de MeToo de l'enseignement catholique commence à émerger. Il y a combien de Betaram dans ce pays en fait? On se demande, on se pose la question. Il y a eu le rapport Sauvé en 2021 qui nous a dit qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. 23% de ces crimes ont été perpétrés dans des établissements privés sous contrat. Donc finalement, Betaram, c'est pas une surprise. La question aujourd'hui qui se pose, c'est combien de Betaram? Une commission d'enquête a été ouverte en février sur les modalités du contrôle par l'État des violences dans les établissements scolaires. Il y a 2 ans, un rapport de la Cour des comptes mettait en lumière des contrôles particulièrement lacunaires dans l'enseignement privé sous contrat. Des établissements qui regroupent plus de 17% des élèves scolarisés et financés à hauteur de 10 milliards d'euros par l'État. Nous allons maintenant entrer dans une phase des travaux de notre commission d'enquête qui va nous conduire à interroger les responsabilités, notamment politiques, qui ont pu conduire dans les années 90 à Betaram, mais dans tout le pays à d'autres moments, à ne pas détecter ces faits de violence. Le dossier entache la crédibilité du Premier ministre qui continue de nier avoir été au courant des violences perpétrées à Betaram à la fin des années 90. Il sera auditionné dans le cadre de la commission d'enquête le 14 mai prochain et devra répondre sous serment aux témoignages des victimes à l'époque où il était député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Après Betaram, c'est un MeToo de l'enseignement privé que l'on assiste. Quelles leçons en tirer? Quelles réponses pour les victimes? On en débat avec Monique de Marco. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste de la Gironde et vous avez demandé la création d'une commission d'enquête ici au Sénat visant à mesurer l'efficacité du contrôle de l'État. On va en parler longuement dans ce débat sur le respect des obligations des établissements scolaires privés sous contrat. Philippe Delorme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Sophie Le Tarlet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. On est également en duplex. Je ne sais pas si elle est déjà là, peut-être que oui, avec Hélène Lobinia, la présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Et Mickaël Darmon, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Il y a évidemment ce qui nous a frappé. On a déjà fait un débat il y a plusieurs semaines. Vous étiez sur ce plateau, sur l'affaire Betaram et sur ses conséquences. Depuis, il y a une succession de témoignages d'établissements qui sont cités. Là encore, il y a quelques minutes, nos confrères de l'AFP nous disent que, et on revient sur l'histoire de l'établissement Stanislas à Paris, qu'une lycéenne, une ancienne lycéenne, porte plainte pour faux visant les conclusions possiblement édulcorées du rapport d'inspection. L'éducation nationale, l'inspection générale de l'éducation, assurait n'avoir pas modifié le rapport. On parle d'accusations de dérives, d'homophobie et autres dérives. Comment vous réagissez à ce qui apparaît comme une vague de témoignages, multiplication des scandales, Monique de Marco? Alors écoutez, moi je tiens quand même à remercier ces lanceurs d'alerte quand même qui ont eu du mal d'abord à eux. À être entendus. Oui. Entendus parce qu'en 2024, c'est-à-dire il y a 1 an, j'ai été contactée justement à ce sujet sur des violences à Betaram. À l'époque, il y avait une 40aine de personnes qui avaient porté plainte, qui s'est constituée une association. Les journalistes sont tournés vers moi pour me demander quels étaient les contrôles qui avaient été faits. Et l'avocat de la première victime qui a déposé plainte en 1996, qui avait donc violemment été giflé, avait perdu une partie de l'audition, m'a également contacté en me disant il faut faire quelque chose, demander donc quels ont été les contrôles qui ont été faits à Betaram. Donc à partir de ce moment-là, je me suis intéressée donc
au contrôle qui était fait dans les établissements. Les contrôles, on va vraiment y consacrer un chapitre. On aura tout le temps de détailler ce qu'on peut mieux faire, ce que ça pourrait changer, ce que ça aurait pu changer. Mais sur ce climat général de multiplication de témoignages aujourd'hui. Écoutez, c'est comme ce qu'on dit, un MeToo, justement, où les gens commencent à témoigner, à pouvoir parler. Jusque-là, ils étaient inhibés, avaient difficulté à pouvoir donc s'exprimer, à exprimer des mots sur ce qu'ils avaient vécu. Et je crois que cette parole se libère aujourd'hui et elle est accompagnée par des associations qui les aident et les accompagnent et recueillent leurs témoignages. Est-ce que, Philippe Delorme, je vais essayer de faire attention aux mots et aux amalgames, mais dans certains établissements, est-ce qu'il y avait une sorte de systémisation de la violence ? Il y a 30 ou 40 ans, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est ça que révèle cette succession de témoignages et d'accusations ? Lors du reportage... À l'entrée de début, là, il était fait référence au rapport Sauvé. Donc depuis le rapport Sauvé, nous savions, et surtout dans la période 1945-1970, c'est Jean-Marc Sauvé qui le dit lui-même, qu'un grand nombre d'agressions sexuelles, puisque le rapport Sauvé s'intéresse uniquement aux questions d'agression sexuelle, agression sexuelle allant jusqu'à des crimes sexuels, puisque ça va jusqu'au viol, hein, donc le terme d'agression n'est pas forcément le mieux choisi, était... au sein de l'Église, 40% dans la période 45-70 étaient imputables aux établissements scolaires et aux petits séminaires. Donc, si vous voulez, depuis le rapport Sauvé, et donc il y a un chiffre qui a été donné dans le cadre de ce rapport, suite à la fois aux auditions et à l'enquête générale qui avait été mise en place, nous savons qu'il y a un grand nombre d'enfants qui ont été... plus que maltraités, qui ont été abusés, qui ont été parfois violés dans le cadre scolaire. Donc, comme le dit Madame la sénatrice, nous ne pouvons que nous satisfaire qu'aujourd'hui la parole se libère. Elle est nécessaire d'abord pour les personnes victimes qui ont besoin d'exprimer. On a des témoignages terribles de personnes parfois âgées de 80 ans qui manifestent leur souffrance qui est restée gravée au fond de leur cœur pendant tout ce temps-là. Et elle est nécessaire aussi, c'est tout le travail qu'on met en place, notamment avec Alain Esquer et d'autres membres de comités de victimes, pour Alain Esquer, c'est le représentant de Bétarame qui a déclenché un peu tout ça. L'affaire Bétarame. Et donc, qui a témoigné. Et qui a écrit récemment un ouvrage pour comprendre ce phénomène. Comment on a pu en arriver là? Et effectivement, pour répondre à votre question... Est-ce qu'on n'a pas confondu, et là je repars de vous interrompre, je parle des violences physiques, pas forcément sexuelles, est-ce qu'on n'a pas confondu la discipline et la violence dans certains cas je pense que malheureusement, je pense qu'il n'y a pas que dans l'enseignement catholique qu'on a confondu parfois la discipline et la violence. Mais j'aime pas trop rentrer par cette porte-là parce qu'elle pourrait sembler vouloir minimiser les choses alors que c'est pas vrai. L'enseignement catholique a connu une déviance par rapport à ça, mais je pense, et quand on discute avec des personnes qui étaient scolarisées dans d'autres lieux, on sait que cette violence a pu exister, malheureusement, dans une société qui, à un moment donné, y compris dans les familles, pensait que la violence était un acte éducatif qui faisait grandir. On sait heureusement qu'aujourd'hui, la violence est un acte éducatif qui rabaisse, qui humilie et qui blesse durablement le cœur des enfants qui les subissent. Oui. Sophie Le Tarlet, est-ce que vous avez vu venir cette vague de témoignages? On disait MeToo de l'enseignement privé. Vous qui suivez ces questions d'aussi près... Parce qu'on se pose évidemment la question d'une loi du silence. Pourquoi c'est très difficile de témoigner. On commençait à voir des gens, avec le collège Stanislas en particulier. On commençait à voir des choses. Et puis en effet, le rapport Sauvé, bien sûr. Mais non, moi Sauvé, c'est février 2019. Ça voilà, c'est ça. 21. Mais c'est octobre 21, le rapport Sauvé. Ah, d'accord. Non, je dirais que j'ai été quand même... l'affaire Bétarame m'a vraiment... secouée aussi, parce que c'était pas un collège, un établissement que je connaissais particulièrement, parce que je fais de nombreux reportages dans des établissements privés catholiques dans le cadre du Figaro étudiant, parce qu'on on fait des classements de collèges, et c'est vrai que ça fait de nombreuses années, mais c'est vrai que ça m'a rappelé quand même des souvenirs. J'ai été élevée dans l'éducation, l'enseignement catholique, et dans les années 70 et 80,
voilà, et pas le même âge. Et j'ai des souvenirs d'enseignants, pas forcément religieux, mais des enseignants en effet violents. Et à l'époque, on disait aux parents, cette maîtresse nous frappe, c'est pas normal. On savait que c'était pas normal. On le disait à nos parents, mais les parents n'osaient pas trop se plaindre. Pour eux, en effet, ils cherchaient un établissement cadré ou pas forcément disciplinaire, disons, mais avec des valeurs strictes. Et puis ils avaient un petit peu peur qu'on se fasse renvoyer aussi. Donc il y avait ce côté-là. D'accord, oui, elle me frappe, elle nous donne des claques, ils nous battent, mais les parents se plaignaient pas trop. Ouais. Donc je pense qu'il y avait ce côté-là. Et puis moi je pense aujourd'hui, alors aux victimes bien sûr, qui témoignent, et elles sont très courageuses, mais je pense aussi aux familles qui mettent quand même leurs enfants aujourd'hui, ils sont nombreux dans les écoles catholiques, et qui peuvent avoir aussi une perte de confiance, parce que même si la plupart des cas, c'était des affaires qui ont lieu dans les années 70-80, le gros quand même, quoique à Bétharram, c'était quand même un peu plus long que ça. C'est aller plus loin, oui. Voilà, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut dire aux familles aujourd'hui ? Ça fait partie des questions qu'on va poser, évidemment, dans ce débat. Tout le monde se souvient de ce genre d'événement, mais aujourd'hui, il faut rassurer les parents. Quoi. Effectivement, octobre 2021, c'est la publication du rapport. Voilà. J'ai été sur février 2019, c'est le moment où la commission est créée. Voilà. Je me disais, pourquoi je me suis trompé ? Donc c'était pour ça. Je vais donner une première fois la parole à Hélène Lobigna, effectivement, sur peut-être ce climat de, je sais pas, de perte de confiance ou d'incertitude des parents aujourd'hui. Alors écoutez, l'incertitude, elle y est peut-être pour certains, mais je pense que l'ensemble des parents de l'enseignement catholique et qui ont choisi aujourd'hui l'enseignement catholique font plus que jamais confiance à l'institution, à ce que veulent les parents et donc le meilleur pour leurs enfants. Donc il faut rassurer les parents, il faut leur dire que des choses ont été mises en place et vous allez certainement en parler avec Philippe Delorme et avec les personnes qui sont autour de la table. Il y a des prises de conscience qui ont été faites et je pense que l'on peut aujourd'hui rassurer les parents. Nous devons tous être vigilants sans pour autant retirer toute notre confiance à l'institution, aux enseignants, aux directeurs diocésains et à l'ensemble de la communauté éducative. Mais alors, ça ne vous concerne pas vous aujourd'hui, mais ça peut-être concerne les parents d'élèves, mes parents, vos parents, qui cherchaient un cadre plus strict dans l'éducation privée, dans l'éducation catholique. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans imaginer que leurs parents que leurs enfants étaient parfois frappés, ou alors en se disant, ça fait partie de l'éducation un peu rigide qu'on va chercher. Alors, je pense que le fait de frapper un enfant n'a jamais été une règle dans aucune famille. Maintenant, ce qu'il s'est passé dans plusieurs établissements était évidemment à déplorer. Je pense qu'il y a aussi le fait que personne n'a souhaité parler. Il faut quand même comprendre les victimes et se dire qu'il est toujours difficile de pouvoir parler. Alors, parler à ses parents, parce que c'est une fierté d'avoir mis son enfant, et on sait les sacrifices que font certains parents pour avoir mis leurs enfants dans l'enseignement catholique. Donc, c'est peut-être plus difficile aussi pour eux d'en avoir parlé et aux parents de se rendre compte que peut-être il y a une défaillance dans tel ou tel établissement. C'est quand même difficile à accepter quand on est parent. Oui. Alors effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, on va y consacrer du temps, mais sur ce qu'on pourrait assimiler à une omerta ou à une loi du silence, je vais vous donner la parole aux uns et aux autres, mais je vous propose, on parle beaucoup des victimes, des lanceurs d'alerte, et encore une fois, bravo à eux, bravo à elles. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, il s'appelle Gilles Parent, il est porte-parole et victime du collège Saint-François-Xavier du Staritz, on est au Pays Basque. Pour moi et pour d'autres, je pense oui, l'affaire Bétharram, quand on a commencé à lire certaines choses, moi je suis rentré dans le groupe de Bétharram pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à voir des témoignages et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on a subi à Ustaritz. Et d'après les commentaires, je voyais que c'était pas normal. Et donc je me suis dit, mais si c'est pas normal pour eux, c'est pas normal pour nous. Donc je me suis dit, je vais créer un groupe pour qu'on en discute entre nous. Et finalement, ça a très vite pris. Et des témoignages très touchants sont arrivés. Monique de Marco, est-ce que vous parlez d'omerta, de loi du silence ?
Alors moi, c'est un peu le terme que j'ai employé. Je l'ai employé d'abord parce que, à un moment donné, quand j'ai soumis donc cette proposition, donc de faire une commission de contrôle concernant donc les établissements privés, on m'a dit tu vas raviver donc la guerre scolaire. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je voulais faire le clair et j'ai senti qu'il y avait une forme d'omerta sur ce sujet, sur ce sujet de l'enseignement privé. Mais également, moi, au départ, c'était par rapport aux violences qui étaient, aux témoignages qu'il y avait. Donc, la parole ne se libérait pas. On avait l'impression qu'il y avait une chape qui interdisait donc que l'on puisse témoigner. Et les réseaux sociaux, parce que je dis que les gens ont créé des réseaux sur Facebook, etc., des groupes de parole qui ont facilité donc l'échange et qui ont mis sur le devant de la scène ces violences-là. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, s'il n'y avait pas cette forme de communication, en ce moment, on serait toujours peut-être en train de traiter des affaires qui, finalement, ne sortent pas. Philippe Delorme, ça vaut aussi d'ailleurs pour les établissements publics. Il y a eu un mouvement qui consistait à placer sous le tapis un certain nombre de dossiers, notamment de violences subies par les profs. Donc ça n'est pas l'apanage des établissements privés. Mais quand même, on a cherché à protéger aussi la réputation de certains établissements. Absolument. Il fut une époque où on a cherché à protéger l'institution plutôt que les personnes. Et je le dis, je le répète, et avec force et conviction, ce temps doit être révolu. Jamais plus, on doit chercher à protéger une institution, quelle qu'elle soit, et on voit bien dans toutes les affaires qui ont pu exister dans d'autres secteurs, au détriment des personnes. C'est la personne qui compte, c'est la personne qui doit être protégée, c'est la personne qui doit être accompagnée, et certainement pas l'institution. Parfois, les conséquences peuvent être lourdes. Il faut les assumer. Oui. Mais est-ce que ça ne continue pas aujourd'hui, Sophie de Tarlet, lors de leur audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il y a des syndicats d'enseignants des écoles privées sous contrat qui ont dénoncé les freins qui existent encore. Est-ce qu'il y a des procédures de signalement qui sont aujourd'hui encore ralenties par certains? Encore une fois, j'essaie de ne pas faire d'amalgame. Je n'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, je veux dire, le gros des problèmes quand même ont eu lieu quand même dans les années 70-80. Enfin, il me semble, c'était quand même à une époque particulière. Je ne fais que reprendre le verbatim des syndicats d'enseignants. Oui, les syndicats d'enseignants disent que c'est pas facile, mais aussi bien dans le public également, c'est pas facile. Vous êtes un parent, vous voulez vous plaindre, c'est difficile en fait. On vous dit assez rapidement, que ce soit dans le privé ou dans le public, si vous n'êtes pas content, changez d'école. Donc on parlait du pas de vague pour les enseignants, mais c'est aussi parfois le pas de vague aussi pour un établissement. Et encore une fois, je n'ai pas l'impression que ce soit l'apanage du privé. Donc c'est pas simple. Dans une école privée, souvent le chef d'établissement, c'est un enseignant et il n'a pas tellement de pouvoir hiérarchique sur les autres, les professeurs des écoles en fait. Donc en fait, quand on va se plaindre, il faut se plaindre au rectorat, à l'académie. Enfin, non, c'est pas si simple de se plaindre. Encore aujourd'hui. Moi, je suis en contact avec une avocate qui est spécialisée dans le droit de l'éducation. Pour elle, quand il y a des problèmes, ce n'est pas simple, en fait. Et elle reçoit encore tous les jours des familles. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, les familles osent quand même beaucoup plus facilement se plaindre. Il y a une forme de libération de la parole quand même. Oui, puis même parfois un peu trop, mais n'hésite pas à prendre un avocat s'ils pensent que l'instituteur de leur enfant se montre sadique, selon eux, envers leur enfant. Donc je pense que ça a beaucoup changé. Pour parler de la situation actuelle, Philippe Delorme, et je veux bien que vous répondiez finalement au syndicat d'enseignants qui, devant la commission d'enquête parlementaire, disait ça. Vous lancez une campagne qui est intitulée Stop Violence, on va en découvrir les affiches. Qu'est-ce que vous dites à ces syndicats d'enseignants qui disent attention, il y a encore des chefs d'établissement qui freinent les procédures quand on signale quelque chose? Ces chefs d'établissement peuvent exister, mais ils sont vraiment à la marge. Et je pense qu'il faut aujourd'hui rendre hommage aux chefs d'établissement pour qui... et les chefs d'établissement de public comme de privé, la tâche est de plus en plus complexe. Dans l'enseignement catholique, et Lominia pourra reprendre ça certainement tout à l'heure, on essaye vraiment d'établir avec les familles une alliance éducative. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment du terme d'une confiance réciproque qu'on se donne, parce que choisir l'enseignement catholique, c'est un choix libre. Alors cette campagne, elle vise à poursuivre l'action que nous menons depuis 2016, puisque depuis 2016, on a déjà
mis en place tout un travail de lutte contre toute forme d'abus sexuel et d'abus en général, de violence, de maltraitance éducative, à travers un plan qu'on appelle le plan de protection des publics fragiles, qu'on a actualisé régulièrement. Et donc aujourd'hui, on veut simplement montrer, renforcer encore notre détermination par cette nouvelle campagne avec un abstract destiné, qui est très simple, de 4 pages destiné aux enseignants, au personnel, qui donne en quelques mots la conduite à tenir quand dans une situation, avec des affiches qui s'adressent aux enfants, qui s'adressent aux jeunes, avec des affiches qui s'adressent au personnel, pour que vraiment tout le monde se sente concerné. Parce que la lutte contre la maltraitance éducative au sens très large du terme, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Oui. Michael. Vous avez prononcé effectivement un terme très intéressant, l'alliance éducative. C'est exactement son contenu qui a évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années que vous avez évoquées, l'alliance éducative qui pouvait exister, c'était que la violence ou exercer une forme de violence sur les jeunes, sur les élèves et les jeunes corps, était une sorte de vertu cardinale que les familles déléguaient aussi à l'institution scolaire. On se souvient, on a tous entendu, c'est l'école qui a raison, c'est le prof qui a raison, c'est le maître qui a raison, la maîtresse qui a raison. Et la parole de l'enfant ou du jeune élève pesait pas bien lourd. Exactement. Et puis il y a une autre évolution, c'est l'évolution plus globale de la société sur le châtiment corporel, où aussi il a été de plus en plus difficile, maintenant interdit, de dire c'est un moyen également d'éducation et de pédagogie, c'est entrer maintenant dans les mœurs, même dans des dispositifs législatifs. Et donc tout cela aboutit au fait que, oui, il y a une évolution d'une alliance éducative, avec maintenant un contenu différent que vous décrivez, mais qui a eu un autre contenu dans les années précédentes. Alors sur ce que vous nous montriez, il y a notamment des règles d'or, et elles valent pour tout le monde. Écoutez-les bien, on va vous les montrer, parce que si vous êtes confronté à un témoignage de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs victimes de violences physiques ou sexuelles, il faut faire ça, tout simplement. C'est des règles très importantes. J'écoute activement, je laisse parler sans dire à la place, je remercie de la confiance accordée, je crois a priori et le signifie, je rassure et j'accueille sans jugement, je fais remonter l'information, les faits, rien que les faits, au chef d'établissement. Ce sont des règles qui valent pour l'école privée catholique, mais qui valent pour tous les cas, notamment d'agression et de violence sexuelle. C'est effectivement, Sophie de Tarlet, je veux bien vous entendre, parce que ce que vient de dire Michael, c'est la parole de l'enfant. C'est notre relation à la parole de l'enfant qui est en train de changer aussi. Oui, puis vous disiez que c'était dans une époque aussi où les familles assumaient la violence. Je ne sais pas si les téléspectateurs s'en souviennent, mais le martinet était en vente libre dans les drogueries à Paris. Donc c'était normal, et en effet, l'enfant, quand il se plaignait à ses parents qu'il y ait un éducateur, un chef scout, un professeur qui se montre violent, c'était accepté. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il y a aussi qui contacter. Oui. Qui est le référent. Qui est le référent. Est-ce qu'on peut s'adresser au directeur de l'école, au chef d'établissement? Est-ce que la plainte est transmise? Et puis... infirmière scolaire qui peut être... Voilà, infirmière scolaire. Aussi. Et puis c'est important, aujourd'hui, il y a quand même une défiance des parents. Par exemple, les colonies de vacances. C'est bête, mais les vacances approchent. Il y a de plus en plus de parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants en colonies de vacances, notamment des filles. Il y a beaucoup de colonies de vacances qui ont fermé en fait ces dernières années. Et en fait, il y a tous les mouvements scouts, les mouvements associatifs, les patronages, les aumôneries, etc. Tous ces endroits finalement où les enfants, on confie nos enfants. Mais ça peut être aussi les chorales, etc. Le temps file et il faut vraiment qu'on consacre du temps à la question des contrôles. Mais je voudrais... Sur ces règles d'or, je vais vous donner la parole et je vous demande à l'une et à l'autre, Hélène Lobinia et Monique de Marco, de faire une réponse relativement rapide. C'est vraiment un changement d'état d'esprit, Hélène Lobinia, sur la parole de l'enfant? Oui, c'est un réel changement d'état d'esprit, mais qui doit encore continuer d'évoluer. Philippe Delorme, avec les outils mis en place par le secrétariat général de l'enseignement catholique, vous l'a montré, il y a des affiches. Nous allons compléter, cette campagne avec une affiche qui reprend et qui a été travaillée avec le collectif des victimes, parce que c'est eux qui savent comment on doit parler. C'est « Parle, on te croit, parle, on te protège ». La parole de l'enfant doit être la chose la plus importante aujourd'hui. Et elle doit changer pour tous, y compris pour les parents.
parle, on te croit, parle, on te protège. C'est sûr qu'il y a un changement d'état d'esprit. Vous vouliez intervenir Oui, je souhaitais intervenir quand même en réaction, en me disant quand même que la réaction a été très longue. C'est venu trop tard, cette campagne. 2016, vous dites, une campagne d'information avait déjà été communication. Là, aujourd'hui, vous dites qu'il y a une nouvelle campagne qui va être mise en place. Je rappelle quand même que la ministre de l'Éducation nationale elle-même a lancé donc une campagne qui s'appelle Brisons le silence, je crois, dans tous les établissements, que ce soit privés, publics, etc. Mais écoutez, c'est très long, parce que vous saviez depuis très longtemps, je crois, qu'il y avait justement ces problèmes de violence. Pourquoi attendre autant de temps pour mettre ceci donc et dire il faut maintenant communiquer. Et puis le deuxième sujet, c'est que ce type de procédure qui passe par le chef d'établissement, c'était ce chef d'établissement qui va réceptionner donc les plaintes des élèves. Moi, j'ai peur que ce soit pas de vague encore, qu'en définitive... Alors, la réponse de... Oui, d'abord, on n'a pas été lent. D'abord, on n'a pas été lent, Madame la sénatrice, parce que trouver quelqu'un qui, depuis 2016, a mis en place un plan de protection de public fragile, qu'il a fait évoluer en 2021 lorsqu'il y a eu le rapport Sauvé, et qu'il a fait encore évoluer il y a 1 an et demi, lorsqu'il y a eu toute la campagne de lutte contre le harcèlement mise en place par Gabriel Attal, je ne pense pas qu'on n'a pas été réactif. Au contraire, on l'a été. Sur la question des violences scolaires, il est vrai que, en revanche, cette question-là est apparue d'une façon très, très forte et très brutale avec l'affaire Bétarame. Mais avant... Donc ça veut dire que les dispositifs que vous aviez mis en place ne suffisaient pas, malheureusement. Si, j'espère que depuis 2016, 17, 18, il n'y a pas ce type de violence tel qu'on les décrit à Bétarame. Je veux dire, c'est en 2016 que les choses ont été mises en place. C'est pas en 90, où en plus l'organisation de l'enseignement catholique était très différente. Mais ça n'a pas permis à la parole de se libérer. C'est ça ce que je voulais dire. Ça n'a pas permis à la parole de se libérer. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer. Mais les psychiatres le disent bien. Il faut un lanceur d'alerte. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de lanceur d'alerte. Il faut attendre Alain Esquer pour avoir ce lanceur d'alerte sur cette question des violences scolaires. Allez, je suis désolé. Le parquet de Pau s'est saisi déjà de cette affaire au mois de janvier 2024. 44 plaintes. Donc là aussi, vous auriez pu réagir. 44 plaintes concernant Notre-Dame de Bétarame. C'était il y a plus d'1 an. Donc je vous dis, vous êtes long au démarrage. Bon, on a entendu vos arguments à l'un et à l'autre sur cette partie. On va se concentrer sur la question des contrôles. Et je vais rappeler quelques chiffres. L'enseignement privé sous contrat, 7500. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2022. Et du rapport de la Cour des comptes, 7500 établissements, plus de 2 millions d'élèves. Ça représente 17,6% des effectifs scolarisés. On va parler des contrôles avec Yann Effelé tout de suite, puisque la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un renforcement. Comment ces établissements, rebonsoir Yann, sont-ils contrôlés ? Eh bien, le principe dans les textes, c'est que tous les établissements privés sous contrat avec l'État sont contrôlés régulièrement. C'est logique, ils prennent des engagements et en échange, ils reçoivent une subvention. Et elle est importante. Au total, ça représente plus de 9 milliards d'euros en 2024. Principalement, ça sert à financer la rémunération des enseignants qui est prise en charge, y compris dans le privé, par l'État. Et parce qu'il y a beaucoup d'argent public versé, le principe est qu'il existe des contrôles poussés. Ils sont en théorie d'ordre financier, pédagogique et administratif. Et évidemment, ce qui est important dans votre phrase, c'est en théorie, c'est pas vraiment le cas. Oui, c'est en tout cas ce qu'a souligné la Cour des comptes dans le même rapport que vous citiez juste avant. Elle parle de carence de contrôle de l'État. Sur la partie financière d'abord, ce contrôle est largement inappliqué. C'est ce que dit la Cour des comptes. Normalement, l'administration doit vérifier que la subvention est dépensée comme prévu dans le contrat, mais la Cour constate que cette règle est d'une part inconnue et donc largement inappliquée. Les établissements ne transmettent même pas les comptes à l'administration dans la plupart des cas. Et s'agissant des audits complets, les députés dans un rapport se sont amusés à calculer leur fréquence. Il y en a eu 5 en un an. Ouais. Si vous rapportez ça au nombre d'établissements privés total en France, ça donne un audit tous les 1500 ans pour chaque établissement. Et alors sur la pédagogie, sur le contrôle de la pédagogie? Eh bien là, elle est minimaliste, toujours selon la Cour des comptes. Comme dans le public, c'est seulement 3 visites d'inspecteurs par carrière, mais la Cour a constaté que dans ses auditions, que certains profs n'ont tout simplement jamais été rencontrés d'inspecteurs depuis leur début. Or, c'est comme ça qu'est contrôlée la mise en œuvre des enseignements. Le privé sous contrat est tenu d'appliquer strictement les mêmes programmes que dans le public. Et puis il y a la question, Yann, des enquêtes, des contrôles administratifs. Ils ne sont pas systématiques et pour cause, les textes prévoient qu'ils arrivent uniquement sur ordre du ministre de l'Éducation
l'éducation. Et c'est tellement occasionnel que l'inspection générale de l'éducation nationale n'a fait aucune enquête en 2024 dans le privé et seulement un contrôle. Ils sont possibles ces contrôles en cas de crise de gouvernance, de climat scolaire dégradé, de détérioration des résultats, de signalement grave. Et au cours des dernières années, il y a eu un certain nombre d'établissements privés inspectés, c'est ça ? Oui, seulement 4 établissements privés ont été inspectés. Le lycée Averroès de Lille, vous vous en souvenez sûrement. Il était question du respect des valeurs de la République. 2 établissements à Lyon, là c'était plutôt des questions de violences sexuelles commises par des enseignants. Puis aussi le collège Stanislas à Paris, là c'était à la suite d'articles sur des faits d'homophobie et de sexisme. Merci beaucoup Yann pour toutes ces informations. Est-ce que vous diriez, Monique de Marco, que ça fait des décennies que l'école privée fait finalement ce qu'elle veut de l'argent public? Exactement. Et je pense que ça a été très parlant, ce qui vient d'être présenté. Un contrôle financier possible tous les 1500 ans. Ouais, j'écoutais, il y a quand même 10 milliards qui sont versés à l'enseignement privé. Je trouve quand même que ça me nécessiterait de se pencher un petit peu sur ce contrôle-là. Contrôle pédagogique, oui, effectivement, minimaliste comme il a été évoqué. Et ensuite, contrôle administratif, pas systématique, aucun contrôle administratif qui n'a été fait. Je crois que les chiffres qui ont été présentés peuvent tout dire. Donc je pense, et c'était ma demande, c'était de vérifier comment effectivement se faisaient les contrôles et comment on pourrait améliorer justement ce type de contrôle. Mais on peut questionner aussi la responsabilité des politiques et notamment des parlementaires, parce que ça fait des décennies que c'est comme ça. Pourquoi ne pas s'y être attaqué plus tôt à ce simulacre de contrôle ? C'était un peu le but de ma proposition, de réfléchir justement au contrôle des établissements privés. Et je vous ai certifié qu'il y a une forme d'omerta ici qui pense que soulever ce sujet, c'est donc réactiver la guerre scolaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut de la transparence et je pense que tout le monde serait bien plus ravi de savoir que tout est transparent et que si ces contrôles étaient effectués de façon à ce qu'on puisse dialoguer sereinement. Oui. Philippe Delorme, vous demandez des contrôles. Oui, absolument, parce que je crois effectivement qu'on n'a rien à cacher. Les contrôles financiers vont montrer au contraire qu'avec beaucoup moins d'argent que dans le public, on fonctionne très bien. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse, ce n'est pas des subventions qu'on touche. Les forfaits ne sont pas des subventions. Mais on verra qu'on fonctionne très bien avec beaucoup moins d'argent que l'enseignement public. Sur les contrôles pédagogiques, ça malheureusement, c'est exactement comme dans le public, ça a été dit par votre collègue, les enseignants sont contrôlés de la même façon. Là où je ferai une petite différence, dans les contrôles administratifs, il faut distinguer le contrôle administratif de l'inspection générale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Lorsqu'il s'agit de contrôle administratif, il s'agit de vérifier que la loi Debré est strictement appliquée, c'est-à-dire l'accueil de tous, respect de la liberté de conscience, respect des programmes, respect des horaires. Et ça, le contrôle administratif doit pouvoir le vérifier d'une façon ordinaire. Ce que dit la Cour des comptes, c'est que tous ces contrôles devraient avoir lieu de façon ordinaire et moi j'y suis très favorable. Mais alors est-ce qu'on peut aussi imaginer des contrôles inopinés? Écoutez, la députée Fathia Kelouachi, qui est présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'elle réclame. Quid des contrôles inopinés? Il n'y a pas, ou presque pas, de contrôle inopiné. Mais là, je ne parle pas que dans l'enseignement privé, puisque dans l'enseignement privé, il n'y a quasi pas de contrôle, on l'a bien compris. Là, je parle aussi l'enseignement public. Pourquoi l'éducation nationale ne fait pas de contrôle inopiné, ou n'en fait quasiment pas? Et ça, il faut vraiment se poser la question, puisque quand il y a des contrôles d'URSSAF pour les entreprises ou des contrôles d'hygiène, ils sont inopinés, on ne prévient pas 48 heures à l'avance. Pour l'éducation nationale, ça n'est pas, en tout cas dans la culture de l'éducation nationale, de faire des contrôles inopinés, et je pense que ça doit le devenir. Philippe Delorme, je relis cette question avec le thème principal de notre débat, c'est-à-dire la question des violences physiques, violences sexuelles. Est-ce que des contrôles inopinés auraient permis d'éviter un certain nombre de ces scandales, d'après vous? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Si j'en juge par certains contrôles qui ont eu lieu récemment, la façon dont arrivent les contrôleurs, je ne suis pas certain que ça facilite et ça libère la parole des enfants et des jeunes. Pour libérer la parole des enfants et des jeunes, il faut une certaine confiance. Il faut établir une relation de confiance et il faut pouvoir le faire. Oui, mais enfin, quand on a plusieurs jours ou plusieurs semaines pour se préparer à un contrôle, on peut un peu mettre la poussière sous le tapis quand même. Oui, non mais je suis pas certain. On peut tout essayer. Enfin, je veux dire, dans le cadre de la lutte contre toute forme de maltraitance et contre ces violences, on doit essayer et voir si ça produit du fruit, si c'est efficace. Le but, c'est d'avoir de l'efficacité. Mais moi, je crois très fortement aussi à la prévention. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis en train de monter un groupe de travail
avec des représentants des victimes et pas que, pour établir un cahier des charges qui n'existe pas aujourd'hui réellement pour réaliser les audits dans les internats. Je pense qu'il faut que tous nos internats, dans l'année à venir, soient audités sur ces questions d'encadrement, de formation, pour s'assurer que les enfants et les jeunes qui nous sont confiés sont parfaitement en sécurité. Et donc, on travaille sur cette question. Le groupe va bientôt se réunir. J'ai souhaité qu'il y ait une personne qui a été victime en internat qui participe à ce groupe de travail pour comprendre un peu le phénomène et pour qu'on s'améliore encore. Parce qu'on sait très bien que les lieux où il y a des nuitées, ce sont les lieux les plus à risque, que ce soit les internats ou les voyages scolaires. On sait très bien que soit de violence entre enfants, ce qui devient de plus en plus fréquent, soit de violence entre un adulte et un enfant, violence ou agression ou plus grave. Ouais. Alors il y a évidemment une dimension politique aussi dans ces scandales à répétition. Le Premier ministre sera entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée le 14 mai prochain. Avant de vous donner la parole, Michael, on écoute le rapporteur de cette commission, le député insoumis, Paul Vannier. Cette audition, elle sera sous serment. Et c'est un levier très important parce que le serment nous permet probablement de manifester la vérité. François Bayrou devra en tout cas ce jour-là un discours de vérité à la commission d'enquête, aux députés, aux Françaises et aux Français. Je veux dire que quand on ment à une commission d'enquête, si l'on ment à une commission d'enquête, on s'expose à des poursuites en justice pour parjure. Et c'est ce contexte qui doit réunir les conditions nous permettant enfin d'accéder à la vérité. Qu'est-ce que François Bayrou savait? Qu'a-t-il fait? Que n'a-t-il pas fait? Et pourquoi? Michael Darmon, cette affaire, ce scandale Betaram tourne au chemin de croix pour François Bayrou. Oui, c'est même d'ailleurs son cauchemar. Il avait signé pourtant pour avoir une corde d'épreuve à ce poste qu'il avait tant désiré, pour lequel il a tant combattu. Souvenez-vous, quelques minutes après avoir été nommé, il se plaçait avec la mine gourmande, tout simplement, entre Henri IV et François Mitterrand. Il nous disait, voilà, j'ai les outils pour pouvoir réconcilier et les références pour pouvoir réconcilier la France. Il ne se doutait pas que la bombe politique viendrait de sa région, des Pyrénées, et qu'elle l'associerait à cette nouvelle vague de ce MeToo des écoles catholiques que l'on évoque depuis tout à l'heure. Oui, effectivement, il se serait bien passé de cette épreuve-là, parce qu'en fait, ça l'oblige à faire ce qu'il déteste, réagir rapidement, être exposé, parfois se laisser emporter par l'émotion. Et on a vu comment, depuis le début de cette affaire, les attitudes ont changé. Les différentes étapes, D'abord, le déni total, puis ensuite dénoncer le complot contre lui, Premier ministre, et contre la politique qu'il mène, jusqu'à donc l'amener à accepter le principe d'être convoqué pour témoigner devant la commission d'enquête parlementaire, pour dire, comme on l'a compris, sous serment, ce qu'il savait réellement. Donc ce sera effectivement le 14 mai, dans quelques jours, et ce sera, à n'en pas douter, un pic de la vie politique française, et également de son parcours donc à Matignon, parce que la moindre parole de François Bayrou, on le sait, aura un impact considérable à ce niveau-là. Et on sait qu'il peut manier l'approximation, volontaire ou pas, et qu'il peut avoir aussi un effet. Et donc il prépare cette compétition, cette audition, comme une compétition de haut niveau. C'est un affectif. Il n'aime pas que sa parole soit mise en doute, François Bayrou, et il n'aime pas être mis sous pression. Deux raisons supplémentaires pour justement ne pas aimer ce passage qui va arriver donc le 14 mai, parce que ce moment en fait aura des allures de sondage grandeur nature sur sa crédibilité, sur sa sincérité, parce qu'on sait qu'il y a des acteurs de ce dossier qui ont l'intention de contredire le Premier ministre et de dire ce qu'il savait ou pas réellement sur les dérives de Betaram. Et c'est effectivement, Michael, une situation compliquée, surtout pour un Premier ministre qui est en quête d'autorité et de légitimité et qui est en chute libre dans les sondages. Il est clair que François Bayrou n'a pas les Français à ses côtés en ce moment pour bâtir ce budget sérieux dont qu'il nous évoquait. L'autre saga après Betaram, à côté de Betaram, c'est François Bayrou et les 40 milliards. Mais justement, c'est un levier d'action quelque part dans cette affaire, parce qu'en fait, il va se servir et se sert du budget pour minimiser cette future mise sur le grill, sur le dossier Betaram. On ne parle que de son projet de référendum sur les finances publiques depuis dimanche. Il veut montrer, François Bayrou, qu'il se bat, qu'il reste à sa tâche, qu'il veut donc construire un budget, diriger le gouvernement. Mais le voilà pourtant sur la sellette, à la fois sur la dette et à la fois sur la déontologie des pouvoirs. Deux sujets sur lesquels il a parlé depuis tellement longtemps, il a tellement dit qu'il ferait la différence. Donc il est clair que le 14 mai, ça n'est pas
une motion de censure devant la commission d'enquête. Et ce jour-là, il jouera quand même son avenir politique. Monique de Marco, qu'est-ce que vous en attendez de cette audition du Premier ministre devant vos collègues députés le 14 mai? Écoutez, il va enfin s'exprimer, parce que jusque-là, nous n'avons eu que des brides, c'est-à-dire des questions au gouvernement, etc., où il répondait, sachant qu'il n'est pas possible qu'il ne sache pas. Pourquoi? Parce qu'en 1996, quand il y a eu ce fameux procès concernant la gifle, cet élève de Bétarame, cette affaire-là a été rendue publique. Moi, je suis d'Aquitaine, je connais Pau. Les journaux locaux ont bien parlé justement de cette affaire-là. Il y avait déjà des soucis concernant des violences physiques. Il était ministre de l'Éducation nationale. Voilà, il était ministre de l'Éducation. Bon, enfin, de toute façon, il habitait Pau, il habitait à côté. Donc, il ne peut pas nier le fait qu'il sachait. Je ne vois pas comment il fera. C'est sûr que lancer cette idée de référendum permet maintenant de débattre sur toute autre chose. Et j'attends qu'il puisse s'exprimer. Sa fille s'est exprimée, mais elle le protège. Et elle a bien expliqué aussi comment il était compliqué de pouvoir exprimer justement ce qui s'était passé. Et le fait qu'en définitive, elle n'a pas parlé. Et je pense que quand on a reçu ce type de violence, etc., la parole ne se libère pas facilement. Mais concernant François Bayrou, attendons de voir. J'attends sa réponse. Effectivement, ce sera un moment politique important. Il faut rappeler, Sophie de Tarlet, qu'il a toujours été un grand défenseur des écoles privées. François Bayrou, notamment quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. Oui, tout à fait. Oui, c'était un grand défenseur des écoles privées. Il a voulu abroger la loi Fallou, c'est ça? Oui. Ben oui. Mais en tout cas, moi j'étais... qui plafonne le niveau de financement des écoles privées par les collectivités locales. Oui, puis sa femme était enseignante en fait à Bétarame. Donc ses enfants étaient scolarisés dans l'école. Donc oui, c'était assez émouvant d'ailleurs de voir le témoignage de sa fille. Donc ça va pas... après, je ne sais pas s'il savait ou s'il ne savait pas. Mais en tout cas, c'est un coup dur pour lui, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez parfois, Philippe Delorme, et je vous pose cette question pour terminer, après avoir vraiment parlé de contrôle, de tout ce que vous pouviez éventuellement mieux faire, est-ce que vous avez parfois le sentiment que vous êtes un peu, vous et l'institution que vous représentez, l'otage d'une bataille politique depuis quelques mois? Et je le regrette. Et je le regrette profondément parce que je pense que le sujet est trop grave quand on parle de la santé des jeunes, de la bientraitance des jeunes, de la protection des jeunes, pour en faire un débat politique et idéologique. Je regrette que parfois, et les victimes elles-mêmes le regrettent, Alain Esquer s'est prononcé plusieurs fois là-dessus, et je pense que ce n'est pas le lieu. Je pense que sur ces questions-là, il pourrait y avoir un vrai consensus, qu'on puisse vraiment être tous réunis, unis autour de ce combat qui concerne l'école, mais qui concerne aussi le sport, qui concerne tout ce qui touche les jeunes. Et par exemple, moi j'attends que le Parlement se saisisse, ou le Sénat se saisisse d'une proposition de loi pour que toute personne qui intervient auprès des jeunes puisse fournir, comme c'est le cas maintenant dans le médico-social, une attestation d'honorabilité qui garantit qu'elle n'a pas eu de condamnation lui interdisant de vendre des enfants. Aujourd'hui, un professeur, il est contrôlé quand il rentre dans la fonction. Aujourd'hui, un salarié, il est contrôlé une fois quand il rentre dans la fonction. Et même si en théorie, la justice doit nous l'informer, donc je pense qu'il doit y avoir unité et consensus et qu'on n'a pas à être au milieu d'un débat politique sur cette question-là. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, notre site internet, notre plateforme, où nous réécouter en podcast. Notez que c'est la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui sera l'invitée de notre matinale demain matin. Belle soirée.